Au sortir de la gare, Jim Barnett trouva l'inspecteur Béchou, qui lui prit le bras et l'emmena rapidement. Pas une minute à perdre. D'un instant à l'autre la situation peut empirer. Le malheur me semblerait beaucoup plus grand, dit Jim Barnett avec logique, si je savais de quelle situation il s'agit. Je suis venu sur votre télégramme, et sans le moindre renseignement. C'est ainsi que je l'ai voulu, dit l'inspecteur. Vous ne vous défiez donc plus de moi, Béchou? Je me défie toujours de vous, Barnett, et de vos façons de régler le compte des clients de l'agence Barnett. Mais, en l'occurrence, rien à prélever, mon cher. Pour une fois il faut travailler à l'œil. Jim Barnett sifflota. Cette perspective ne semblait pas le tourmenter. Béchou le regarda de travers, inquiet déjà, et avec l'air de dire, « Toi, mon bonhomme, si je pouvais me passer de tes services. » Ils arrivèrent dans la cour. Une automobile de maître attendait à l'écart, où Barnett vit une dame au beau visage dramatique, d'une pâleur impressionnante. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses lèvres crispées par l'angoisse. Elle poussa aussitôt la portière, et Béchou fit les présentations. Jim Barnett, madame, dont je vous ai parlé comme du seul homme qui puisse vous sauver. Madame Fougeray, femme de l'ingénieur Fougeray, qui est sur le point d'être inculpée. Inculpée de quoi? D'assassinat. Jim Barnett eut un petit claquement de langue. Béchou fut scandalisé. Excusez mon ami Barnett, madame, plus une affaire est grave et plus il se sent à l'aise. L'auto roulait déjà vers les quais de Rouen. On tourna sur la gauche et l'on s'arrêta devant une vaste maison dont le 3e étage servait de local au centre normand. C'est là, dit Béchou, que les gros négociants et industriels de Rouen et des environs se réunissent pour causer, lire les journaux et jouer leur bridge ou leur poker, le vendredi surtout qui est jour de bourse. Comme il n'y a personne avant midi que les gens de ménage, j'ai tout loisir de vous mettre au courant du drame qui s'y est passé. 3 grandes salles se suivaient le long de la façade, confortablement meublées et munies de tapis. La 3e communiquait avec une pièce beaucoup plus petite, en forme de rotonde, et dont l'unique fenêtre ouvrait sur un large balcon d'où l'on dominait les quais de la Seine. Ils s'assirent, madame Fougeray un peu à l'écart, près d'une fenêtre, et Béchou raconta. Donc, il y a quelques semaines, un vendredi, 4 membres du cercle, qui avaient bien dîné, se mirent à jouer au poker. C'étaient 4 amis, 4 filateurs et manufacturiers de Maromme, gros centre d'usine à proximité de Rouen. 3 étaient mariés, pères de famille, décorés, Alfred Ovard, Raoul Dupin et Louis Batinet. Le 4e, célibataire et plus jeune, s'appelait Maxime Thuillier. Vers minuit, un autre jeune homme, Paul Herstin, rentier et très riche, se joignit à eux, et tous les 5, les salles vidées peu à peu, commencèrent une partie de baccarat. Paul Herstin, qui avait la passion et l'habitude du jeu, tenait la banque. Béchou montra une des tables et poursuivit. Ils jouaient ici, à cette table. Partie fort calme au début, qu'ils avaient entreprise par déséuvrement, sans y prêter attention, mais qui s'anima peu à peu, dès que Paul Herstin eut fait venir 2 bouteilles de champagne. Et tout de suite, à compter de ce moment, la veine se dessina en faveur du banquier, une veine brutale, injuste, méchante, exaspérante. Paul Herstin retournait un œuf quand il le fallait, donnait une bûche à l'instant voulu. Les autres enrageaient, redoublaient leurs attaques. Vainement. Inutile, n'est-ce pas, de s'appesantir davantage. Le résultat de ces extravagances, où chacun s'entêtait contre tout bon sens, le voici. À 4 heures, les industriels de Maromme avaient perdu tout l'argent qu'ils rapportaient de Rouen pour régler les salaires de leurs ouvriers. Maxime Thuillier devait en outre à Paul Herstin, sur parole, 80 000 francs. L'inspecteur Béchou respira un moment, puis reprit. Et soudain, coup de théâtre. Un coup de théâtre, il faut l'avouer, que Paul Herstin facilita par sa complaisance extrême et son désintéressement. Il divisa la somme totale de ses gains en 4 portions qui correspondaient exactement aux pertes annoncées, divisa ensuite ses 4 paquets par tiers, et proposa à ses adversaires les 3 parties finales. C'était donc, individuellement, quitte ou double sur chacune des 3 liasses. Ils acceptèrent.
Paul Erstein perdit les 3 fois. La veine avait tourné. Après toute une nuit de lutte, il n'y avait plus ni gagnant ni perdant. Tant mieux, dit Paul Erstein, qui se leva. J'avais un peu honte. Mais, fichtre, quelle migraine. Personne ne vient fumer une cigarette sur le balcon? Il passa dans la rotonde. Quelques minutes s'écoulèrent durant lesquelles les 4 amis demeurèrent autour de la table à deviser gaiement des péripéties du combat terminé. Puis ils se résolurent au départ. Ayant traversé la seconde salle et la première, ils prévinrent le domestique de garde qui somnolait dans l'antichambre. Monsieur Erstein est encore là, Joseph. Mais il ne saurait tarder à s'en aller. Puis ils sortirent exactement à 4h35. L'auto de l'un d'eux, Alfred Ovard, les ramena, comme chaque vendredi soir, à Maromme. De son côté, le domestique Joseph attendit 1 heure. Après quoi, las de sa faction nocturne, il se mit en quête de Paul Erstein, et le trouva gisant dans la rotonde, tordu sur lui-même, inerte, il était mort. L'inspecteur Béchoux fit une seconde pause. Madame Fougeray avait baissé la tête. Jim Barnett se rendit avec l'inspecteur dans la rotonde isolée, l'examina et prononça. Tout ce récit est fondé sur quoi? Sur les explications données par les 4 personnes qui étaient là. Ces personnes n'ont pu se tromper? Non. Leurs témoignages concordent absolument entre eux. Ce sont des industriels connus, des gens pondérés qui savent ce qu'ils disent et qui pèsent le poids de leurs paroles. Bien. Maintenant droit au but maintenant, Béchoux. L'enquête a révélé. A révélé, répondit Béchoux, que Paul Erstein avait été frappé à la tempe avec un instrument contondant qui avait dû l'abattre d'un seul coup. Ici, aucune trace de lutte, sauf la montre de Paul Erstein brisée à 4h55, c'est-à-dire 20 minutes après le départ des joueurs. Aucune trace de vol, bagues et billets de banque, rien n'avait disparu. Enfin, aucune trace de l'agresseur, qui n'avait pu ni entrer ni sortir par l'antichambre, puisque Joseph n'avait pas quitté son poste. Alors, dit Barnett, pas la moindre piste? Béchoux hésita et déclara. Si, une piste est même fort sérieuse. L'après-midi, un de mes collègues de Rouen fit remarquer au juge que le balcon de cette pièce se trouvait à très peu de distance d'un balcon situé au 3e étage de l'immeuble voisin. Le parquet se transporta dans cet immeuble, dont le 3e étage est habité par l'ingénieur Fougeray. Il était absent depuis le matin. Madame Fougeray conduisit les magistrats dans la chambre de son mari. Le balcon de cette chambre est contigu à celui de la rotonde. Regardez, Barnett. Barnett s'approcha et dit. 1,20 m environ. Facile à franchir. Mais rien ne prouve qu'on l'ait franchi. Si, affirma Béchoux. Vous voyez, le long de la rampe, des caisses de bois destinées à recevoir des fleurs, et qui ont conservé leur terre de l'été dernier. On les a fouillées. L'une d'elles, la plus proche, contenait, presque à la surface, sous une couche de terre fraîchement remuée, un coup de poing américain. Le médecin légiste a constaté que la blessure faite à la victime correspond exactement à la forme de cet instrument. On n'a relevé aucune empreinte de doigt sur le métal, car la pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Mais la charge semble décisive. L'ingénieur Fougeray, apercevant dans la rotonde éclairée Paul Erstein, aura franchi le balcon, puis, son crime accompli, aura caché l'arme. Mais pourquoi ce crime? Il connaissait Paul Erstein? Non. Alors? Béchoux fit un signe. Madame Fougeray s'était avancée et elle écoutait les questions de Barnett. Son masque douloureux se contractait. Un effort visible contenait ses larmes sous ses paupières flétries par l'insomnie. D'une voix qui tremblait, elle dit. C'est à moi de répondre, monsieur. Je le ferai en quelques mots, avec une franchise absolue, et vous comprendrez mon effroi. Non, mon mari ne connaissait pas monsieur Paul Erstein. Mais moi, je le connaissais. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Paris chez une de mes meilleures amies, et, tout de suite, il m'avait fait la cour. J'éprouve pour mon mari beaucoup d'affection, et j'ai un sentiment profond de mes devoirs d'épouse.
J'ai donc résisté à l'entraînement qui me portait vers Paul Erstin. Seulement j'ai accepté de le voir à diverses reprises aux environs, dans la campagne. Et vous lui avez écrit? Oui. Et les lettres sont entre les mains de sa famille? Entre les mains de son père. Et son père, qui veut à tout prix le venger, vous menace de communiquer ces lettres à la justice? Oui. Ces lettres prouvent la nature irréprochable de nos relations. Mais enfin elles prouvent que je le voyais en dehors de mon mari. Et l'une d'elles contient ces phrases: « Je vous en supplie, Paul, soyez raisonnable. Mon mari est extrêmement jaloux et très violent. S'il soupçonnait mes inconséquences, il serait capable de tout. Alors, n'est-ce pas, monsieur, cette lettre apporterait à l'accusation une force nouvelle. La jalousie, ce serait là le motif que l'on cherche et qui expliquerait le meurtre et la découverte de l'arme devant la chambre même de mon mari. Mais vous, madame, êtes-vous certaine que monsieur Fougeray n'avait aucun soupçon? Aucun. Et pour vous il est innocent? Oh. Sans aucun doute, dit-elle dans un élan. Barnett la regarda au plus profond de ses yeux, et il comprit que la conviction de cette femme eût impressionné Béchot au point que, malgré les faits, malgré l'opinion du parquet, et malgré sa discrétion professionnelle, l'inspecteur inclina à la secourir. Barnett posa encore quelques questions, réfléchit longuement, et conclut. « Je ne puis vous donner aucun espoir, madame. En toute logique, votre mari est coupable. Je vais essayer cependant de donner tort à la logique. Voyez mon mari, supplia madame Fougeray. Ces explications vous permettront. Inutile, madame. Mon assistance n'a de raison que si, dès l'abord, je mets votre mari hors de cause, et si je dirige mes efforts dans le sens de votre conviction. » L'entretien était terminé. Barnett engagea la lutte sans retard, et, accompagné de l'inspecteur Béchot, se présenta chez le père de la victime, auquel il dit sans chercher de détour. « Monsieur Erstin, madame Fougeray m'a chargé de ses intérêts. Vous avez toujours l'intention de remettre au parquet les lettres écrites à votre fils? Aujourd'hui, monsieur. Vous n'hésitez pas à compromettre, à perdre la femme qu'il aimait plus que tout? Si le mari de cette femme a tué mon fils, je le regrette pour elle, mais mon fils sera vengé. Attendez 5 jours, monsieur. Mardi prochain, l'assassin sera démasqué. » Ces 5 jours, Jim Barnett les employa d'une manière qui déconcerta bien souvent l'inspecteur Béchot. Il fit et lui fit faire des démarches insolites, interrogea, mobilisa des tas d'employés subalternes et dépensa beaucoup d'argent. Cependant il ne semblait pas très satisfait et, contrairement à son habitude, se montra taciturne et d'assez méchante humeur. Le mardi matin, il vit madame Fougeray et lui dit. Béchot a obtenu du parquet qu'on reconstituât tantôt les péripéties de la soirée. Votre mari est convoqué. Vous également. Je vous supplie de rester calme quoi qu'il arrive, et presque indifférente. Elle murmura. Puis-je espérer? Je n'en sais rien moi-même. Comme je vous l'ai dit, je joue la partie, sur votre conviction, c'est-à-dire sur l'innocence de monsieur Fougeray. Cette innocence, je tâcherai de la prouver par la démonstration d'une hypothèse possible. Mais ce sera dur. En admettant même que j'ai mis la main sur la vérité, comme je le crois, elle peut se dérober jusqu'au dernier moment, n'est-ce pas, Béchot? Le procureur de la République et le juge d'instruction qui avaient poursuivi les enquêtes étaient des magistrats consciencieux, qui ne s'en rapportaient qu'aux faits et ne cherchaient pas à les interpréter selon des opinions préalables. Avec cela, dit Béchot, je ne crains pas que vous entriez en conflit et que vous fassiez de l'ironie facile, Barnett. Ils m'ont donné fort aimablement toute latitude pour agir à ma guise, ou plutôt à la vôtre, ne l'oubliez pas. Inspecteur Béchot, répliqua Barnett, je ne fais d'ironie que quand je suis sûr de la victoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de monde emplissait la 3e salle. Les magistrats s'entretenaient de leur côté, au seuil même de la rotonde, où ils entrèrent et d'où ils ressortirent après un moment. Le groupe des industriels attendait. Des agents et des inspecteurs allaient et venaient. Monsieur Erstin, le père de la victime, se tenait debout, à l'écart, ainsi que le domestique Joseph.
Mais madame Fougeray restait dans un coin, lui sombre et l'expression inquiète, elle plus pâle encore que d'ordinaire, on savait que l'arrestation de l'ingénieur était décidée. L'un des magistrats, s'adressant aux 4 joueurs, leur dit: « L'instruction, messieurs, va procéder à la reconstitution de la soirée du vendredi. Vous voudrez donc bien reprendre vos places autour de la table afin d'esquisser la partie de baccarat telle qu'elle eut lieu. Inspecteur Béchoux, vous tiendrez la banque telle que la tenait monsieur Polerstin. Vous avez demandé à ces messieurs d'apporter le même nombre de billets qu'ils avaient ce jour-là. » Béchoux répondit affirmativement et s'assit au milieu de la table, Alfred Ovard et Raoul Dupin à sa gauche, Louis Batinet et Maxime Thuillier à sa droite. 6 jeux de cartes étaient disposés. Il fit couper et tailla. Chose bizarre, tout de suite, comme au soir tragique, la veine favorisa la banque. Aussi aisément que le banquier Polerstin, le banquier Béchoux gagna. Tandis qu'il abattait 8 ou 9, les bûches alternaient sur les 2 tableaux, et cela régulièrement, d'un seul élan de la chance qui s'obstinait, sans ses à-coups et ses revirements qui, malgré tout, avaient marqué la première partie. Cette continuité, pour ainsi dire mécanique, semblait due à un sortilège, qui acquérait un sens d'autant plus déconcertant que c'était la répétition d'un fait dont les joueurs avaient déjà subi le choc. Désemparé, Maxime Thuillier se trompa 2 fois. Jim Barnett s'impatienta et, d'autorité, prit sa place à la droite de Béchoux. Au bout de 10 minutes, car les événements marchaient à une vitesse que rien ne ralentissait, plus de la moitié des billets de banque, tirés de leur portefeuille par les 4 amis, encombraient le tapis vert devant Béchoux. Maxime Thuillier, par l'intermédiaire de Jim Barnett, commençait à perdre sur parole, toujours l'exacte répétition de ce qui s'était passé. Le rythme s'accéléra. Vivement, la pointe extrême de la partie fut atteinte. Et soudain Béchoux, comme l'avait fait Polerstin, divisa son gain en 4 liasses proportionnelles aux pertes, proposant ainsi les 3, quitte ou double, définitifs. Ses adversaires le suivaient du regard, impressionnés évidemment par le souvenir du soir tragique. 3 fois Béchoux servit les 2 tableaux. Et 3 fois, au lieu de perdre comme Polerstin avait perdu, Béchoux gagna. Il y eut, parmi les assistants, de la surprise. Pourquoi la chance, qui aurait dû tourner pour que le miracle du renouvellement se continuât jusqu'au bout, favorisait-elle encore celui qui tenait la banque? Si l'on sortait de la réalité connue pour entrer dans une réalité différente, devait-on croire que cette autre version était la bonne? Devait-on croire que ce revirement avait été organisé par Barnett et par Béchoux pour montrer comment s'était déroulée la véritable partie entre les 5 joueurs? Et Béchoux se leva, comme s'était levé Polerstin. Et toujours conformément à son rôle de banquier gagnant, il empocha les 4 liasses de billets. Puis, de même que Polerstin, il se plaignit de migraine et se rendit sur le balcon, tout en allumant une cigarette. On le vit, de loin, par la porte de la rotonde. Les 4 autres demeuraient immobiles, le visage contracté, les 4, c'est-à-dire Ovard, Dupin, Batinet et Jim Barnett, qui avaient pris la place de Maxime Thuillier. Et, à son tour, Jim Barnett se leva. Par quel phénomène avait-il réussi à donner à sa figure, à sa silhouette, l'apparence même de Maxime Thuillier, qu'il venait d'écarter du jeu et dont il tenait la place? Maxime Thuillier était un garçon d'une 30aine d'années, serré dans sa veste, le menton glabre, un lorgnon d'or sur le nez, l'air maladif et inquiet. Jim Barnett fut cela. Il s'avança vers la rotonde lentement, d'un pas d'automate, avec une expression qui était tantôt dure et implacable, tantôt indécise et effarée, l'expression d'un homme qui va peut-être accomplir un acte terrible, mais peut-être aussi s'enfuir comme un lâche avant de l'avoir accompli. Les joueurs ne le voyaient pas de face. Mais les magistrats le voyaient. Et ils oubliaient Jim Barnett, interprète dont ils subissaient la puissance pour ne songer qu'à Maxime Thuillier, joueur décavé, qui rejoignait son adversaire victorieux, qui rejoignait Polerstin, c'est-à-dire le porteur des 4 liasses de billets. Dans quelle intention cette poursuite? Son visage, qu'il cherchait à maîtriser, trahissait le désordre de son esprit. Allait-il prier, ou ordonner, ou menacer? Quand il entra dans la rotonde, il était calme. Il referma la porte.
La représentation du drame imaginé ou reconstitué, était si vivante que l'on attendit en silence. Et les 3 autres joueurs attendaient aussi, les yeux attachés à cette porte close, derrière laquelle se passait ce qui s'était passé au soir tragique, et derrière laquelle ce n'était point Barnett et Béchou qui jouaient leur rôle d'assassins et de victimes, mais Maxime Thuillier et Paul Erstein qui se trouvaient aux prises. Puis après de longues minutes, l'assassin, pouvait-on l'appeler autrement? Et n'était-ce pas réellement Maxime Thuillier? L'assassin sortit de la rotonde. Titubant, le regard halluciné, il retourna vers ses amis. Il avait les 4 liasses à la main. Il en jeta une sur la table, et de force enfonça les 3 autres dans les poches des 3 joueurs, en leur disant « Paul Erstein, avec qui je viens de m'expliquer, m'a chargé de vous rendre cet argent. Il n'en veut pas. Allons-nous-en. » La scène prenait fin. Jim Barnett se redressait et redevenait Jim Barnett. À 4 pas de lui, Maxime Thuillier, le véritable Maxime Thuillier, blême et décomposé, s'appuyait au dossier d'une chaise. Jim Barnett lui dit « C'est bien ainsi que les choses ont eu lieu, n'est-ce pas, monsieur Maxime Thuillier? La scène a été reproduite dans ses points essentiels. J'ai bien joué le rôle que vous avez joué l'autre soir? N'est-ce pas, j'ai bien évoqué le crime. Votre crime? » Maxime Thuillier semblait ne pas pouvoir entendre. La tête basse, les bras ballants, il avait l'air d'un mannequin que le moindre souffle va faire tomber. Il vacilla comme un homme ivre. Ses genoux fléchirent. Il s'écroula sur sa chaise. Alors Barnett bondit sur lui et le saisit au collet. « Vous avouez, hein? Pas possible autrement, d'ailleurs. J'ai toutes les preuves. Ainsi, le coup de poing américain, je puis établir que vous en portiez toujours un sur vous. En outre, votre perte au jeu vous démolissait. Oui, mon enquête m'a révélé que vous étiez très bas dans vos affaires. Plus d'argent pour vos échéances de fin de mois. C'était la ruine. Alors vous avez frappé, et, ne sachant quoi faire de l'arme, vous avez enjambé le balcon, et vous l'avez enfoui sous la terre. » Il était inutile que Barnett se donnât du mal, Maxime Thuillier n'opposait aucune résistance. Écrasé sous le poids d'un crime trop lourd pour lui, et dont il portait le fardeau depuis des semaines, il balbutia, malgré lui, sans plus de conscience qu'un moribond qui délire, les mots terribles de l'aveu. La salle s'emplissait de tumulte. Le juge d'instruction, penché au-dessus du coupable, notait la confession involontaire. Le père de Paul Erstein voulait se jeter sur l'assassin. L'ingénieur Fougeray criait sa rage. Mais les plus acharnés peut-être étaient les amis de Maxime Thuillier. L'un d'eux surtout, le plus âgé et le plus notable, Alfred Ovard, le couvrait d'invectives. « Tu n'es qu'un misérable. Tu nous as fait croire que ce malheureux nous avait rendu l'argent, et cet argent, tu l'avais volé après avoir tué. » Il lança la liasse de billets à la tête de Maxime Thuillier. Les 2 autres, indignés eux aussi, piétinèrent un argent dont ils avaient horreur. Le calme se rétablit peu à peu. On emmena dans une autre salle Maxime Thuillier, presque évanoui et gémissant. Un inspecteur ramassa les liasses de billets qu'il remit au magistrat. Ceux-ci prièrent M et Madame Fougeray de se retirer, ainsi que le père de Paul Erstein. Puis ils félicitèrent Jim Barnett de sa clairvoyance. Tout cela, dit-il, cet écroulement de Maxime Thuillier, ce n'est que le côté banal du drame. Ce qui en constitue l'originalité, ce qui fait qu'il se présente comme un drame profondément mystérieux, alors que ce ne devrait être qu'un fait divers, provient de toute autre chose. Et, bien que ceci ne me concerne pas, si vous voulez bien me permettre. Alors Jim Barnett se tourna vers les 3 industriels qui conversaient à voix basse, s'approcha d'eux et frappa doucement l'épaule de monsieur Ovard. « Un mot, monsieur, voulez-vous? » « À propos de quoi? » répondit Alfred Ovard. « À propos du rôle que vous y avez joué, vous et vos amis, monsieur. » « Mais nous n'y jouons aucun rôle. »« Un rôle actif, non, bien entendu. Cependant, il y a certaines contradictions troublantes et qu'il me suffira de vous signaler. Ainsi vous avez déclaré, dès le lendemain matin,
que la partie de baccarat aboutit à 3 coups en votre faveur, ce qui annula vos pertes et détermina votre paisible départ. Or, cette déclaration se trouve contredite par les faits. Monsieur Ovard hocha la tête et répliqua. Il y a là, en effet, un malentendu. La vérité, c'est que les 3 derniers coups ne firent qu'ajouter à nos pertes. Paul Erstein s'étant levé, Maxime, qui semblait tout à fait maître de lui, le suivit dans la rotonde pour fumer une cigarette, tandis que tous les 3 nous restions à causer. Quand il revint, 7 ou 8 minutes après peut-être, il nous dit que Paul Erstein n'avait jamais envisagé cette partie comme sérieuse, que c'était un simulacre de partie, engagé dans les fumées du champagne, et qu'il tenait à nous rendre l'argent, mais à la condition qu'on ne le sût point. La fin de la partie serait considérée, au cas où on en parlerait, comme l'exacte compensation des pertes subies. Et vous avez accepté une pareille offre. Un cadeau que rien ne motivait, s'écria Barnett. Et, l'acceptant, vous n'avez pas été remercié Paul Erstein. Et vous avez trouvé naturel que Paul Erstein, qui était un joueur endurci, habitué aux gains comme aux pertes, ne profitât point de sa veine. Que d'invraisemblance. Il était 4 heures du matin. Nous avions le cerveau surchauffé. Maxime Thuillier ne nous laissa pas le temps de réfléchir. Pourquoi, d'ailleurs, ne l'aurions-nous pas cru, puisque nous ignorions qu'il avait tué et volé? Mais, le lendemain, vous saviez que Paul Erstein avait été tué. Oui, mais tué sans doute après notre départ, ce qui ne changeait rien aux désirs exprimés par lui. Et pas un instant vous n'avez soupçonné Maxime Thuillier. De quel droit? C'est un des nôtres. Son père était mon ami, et je le connais depuis son enfance. Non, nous n'avons rien soupçonné. En êtes-vous bien sûr? Et aussitôt, poursuivant son attaque, Barnett énonça, d'un ton posé. Toute cette affaire, en réalité, est dominée par le facteur psychologique de la confiance que vous inspiriez. Matériellement, le crime ne pouvait être commis que de l'extérieur ou de l'intérieur. Or, tout de suite, l'enquête s'est tournée vers l'extérieur, pour cette raison que, a priori, on ne soupçonne pas le bloc d'honorabilité et de probité que forment 4 industriels riches, décorés, de réputation intacte. Si l'un de vous, si Maxime Thuillier avait été seul à jouer une partie d'écarté avec Paul Erstein, on l'eût indubitablement suspecté. Mais vous étiez 4 joueurs, et Maxime fut momentanément sauvé par le silence de ses 3 amis. On n'imagina point que 3 hommes de votre importance pussent être complices. Pourtant c'est ce qui fut, et c'est ce que j'ai pressenti tout de suite. Alfred Ovard tressauta. Mais vous êtes fou, monsieur. Complice du crime. Oh. Cela, non. Vous ignoriez évidemment ce qu'il allait faire dans la rotonde lorsqu'il y suivit Paul Erstein. Mais vous saviez qu'il y allait avec un état d'esprit particulier. Et lorsqu'il en est revenu, vous saviez qu'il s'y était passé quelque chose. Nous ne savions rien. Si. Un lâche comme votre ami ne tue pas sans que sa physionomie garde une expression d'effarement et de démence. J'affirme que nous n'avons rien vu. Vous n'avez pas voulu voir. Et pourquoi? Parce qu'il vous remboursait les sommes perdues. Oui, je sais, vous êtes riches, tous les 3. Mais cette partie de baccarat vous avait déséquilibré. Comme tous les joueurs d'occasion, vous aviez l'impression d'avoir été dépouillé de votre argent, et quand cet argent vous fut rendu, vous l'avez accepté sans vouloir connaître la façon dont votre ami l'avait conquis. Vous vous êtes accroché désespérément au silence. Et le lendemain, et les jours suivants, après que le crime eût été constaté, vous vous êtes évités les uns les autres, tellement vous aviez peur d'apprendre vos pensées réciproques. Supposition. Certitude. Que j'ai acquise par une enquête minutieuse dans votre entourage. Accuser votre ami, c'était dénoncer votre défaillance initiale, c'était attirer l'attention sur vous et sur vos familles, et jeter une ombre sur votre long passé d'honneur et d'honnêteté. C'était le scandale. Et vous avez gardé le silence, trompant ainsi la justice et garantissant contre elle votre ami Maxime. L'accusation fut lancée avec une telle véhémence, et le drame, ainsi expliqué, prenait un tel relief que M. Ovard eut un moment d'hésitation. Mais, par un revirement imprévu, Jim Barnett ne poussa pas plus loin son avantage.
Il se mit à rire et dit. Tranquillisez-vous, monsieur. J'ai réussi à démolir votre ami Maxime en truquant la partie de tout à l'heure et en le faisant assister à son crime. Mais je n'avais pas plus de preuves contre lui que je n'en ai contre vous, et vous n'êtes pas, vous, des gens à vous laisser abattre. D'autant plus que votre complicité, je le répète, est vague, inconsistante, et qu'elle se passe dans une région où le regard a quelque peine à pénétrer. Donc, vous n'avez rien à craindre. Seulement. Il s'approcha davantage de son interlocuteur, et face à face. Seulement, j'ai voulu vous interdire une paix trop commode. À force de silence et d'adresse, vous êtes arrivés tous les trois à vous envelopper de ténèbres et à perdre de vue, vous-même, cette complicité plus ou moins volontaire. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. N'oubliez jamais que, si vous aviez empêché votre ami Maxime de suivre Paul Erstein dans la rotonde, comme vous auriez dû le faire, Paul Erstein ne serait pas mort. Sur ce, débrouillez-vous avec la justice, monsieur. Jim Barnett prit son chapeau et, tout en dédaignant les protestations de ses adversaires, dit au juge d'instruction. J'avais promis à Madame Fougeray de secourir son mari et au père de Paul Erstein de démasquer le coupable. C'est fait. Ma tâche est terminée. Les poignées de main des magistrats manquèrent de chaleur. Il est probable que le réquisitoire de Barnett ne les satisfaisait qu'à demi et qu'il n'était guère disposé à le suivre dans cette voie. Rejoint sur le palier par l'inspecteur Béchoux, Barnett lui dit. Mes trois bonshommes sont inattaquables. Jamais on ne se permettra d'y toucher. Fichtre. De grands bourgeois, farcis de réputation et d'argent, soutien de la société, et qui n'ont contre eux que la subtilité de mes déductions. En vérité, je ne crois pas que la justice ose marcher. N'importe. J'ai bien mené l'affaire. Et honnêtement, approuva Béchoux. Honnêtement? Dame. Il vous eût été facile de cueillir tous les billets de banque au passage. Je les crains une minute. Pour qui me prenez-vous, inspecteur Béchoux? Fit Barnett dignement. Il quitta Béchoux, sortit de la maison, et monta dans l'immeuble voisin où le ménage Fougeray le remercia avec effusion. Toujours aussi digne, il refusa toute récompense et opposa le même désintéressement lors d'une visite qu'il fit au père de Paul Erstein. L'agence Barnett est gratuite, disait-il. C'est sa force et sa noblesse. Nous travaillons pour la gloire. Jim Barnett régla sa note à l'hôtel et donna l'ordre que sa valise fût portée à la gare. Puis, comme il supposait que Béchoux retournerait à Paris avec lui, il passa par les quais et entra dans l'immeuble du Cercle. Au premier étage, il s'arrêta, l'inspecteur descendait. Il descendait vivement et, lorsqu'il aperçut Barnett, il s'écria d'un ton furieux, « Ah! Vous voilà, vous !» Il sauta quelques marches d'un coup et l'empoigna au revers de son veston. « Qu'est-ce que vous avez fait des billets? »« Quels billets ?» riposta Barnett avec innocence. « Ceux que vous avez tenus entre les mains dans la rotonde, quand vous avez joué le rôle de Maxime Thuillier. »« Comment? »« Mais j'ai rendu les 4 liasses. Vous m'avez même félicité tout à l'heure, mon cher ami. »« Je ne savais pas ce que je sais, » s'écria Béchoux. « Et qu'est-ce que vous savez? Les billets que vous avez rendus sont faux. » Et la colère de Béchoux se déchaînant, il s'exclama. « Vous n'êtes qu'un filou. Ah! Vous croyez qu'on en restera là? Vous allez rendre les véritables billets, et tout de suite. Les autres sont des imitations, et vous le savez bien, filou. » Sa voix s'étranglait. Il secouait de toute sa rage exaspérée Jim Barnett qui éclatait de rire et qui bredouillait. « Ah! Les bandits? Ça ne m'étonne pas d'eux. Alors, les billets qu'ils ont jetés à la tête de Maxime étaient des imitations? Quelle canaille! On les fait venir avec leurs liasses et ils apportent de faux papiers. Mais tu ne comprends donc pas, proféra Béchoux hors de lui, que cet argent appartient aux héritiers de la victime. Paul Erstein l'avait gagné, cet argent, et il faut que les autres le rendent. La gaieté de Barnett ne connut plus de bornes. Ah, ça! C'est le scandale. Les voilà volés à leur tour. Et par toi.
grinça Béchou. Oui, c'est toi qui as fait l'échange. C'est toi qui as empoché. Gredin. Escroc. Lorsque les magistrats sortirent du cercle, ils avisèrent l'inspecteur Béchou qui gesticulait, sans voix, dans un état de surexcitation incroyable, et, en face de lui, appuyé au mur, Jim Barnett qui se tenait les côtes, les larmes aux yeux, et qui riait. Et qui riait.